Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Je crois que ça, c'est notre dernière conférence débat cette année. Je crois que depuis le mois de janvier, chaque mois, nous n'avons pas arrêté d'informer, de faire connaître des livres d'une manière ou d'une autre. Je vois déjà les gens qui sont un peu loin à Luxembourg, ils disent mais nous on ne savait pas. Mais c'est comme ça, on est en train de créer ces réseaux-là. Pourquoi? Parce que nous avions compris une seule chose d'abord comme objectif, que pour mieux lutter ou dire quoi que ce soit, il faut s'informer. Aujourd'hui, les connaissances sont dans 2 bouquins. Voilà pourquoi, pour cette dernière, nous avons voulu prendre 2 personnes, à mes yeux, qui sont vraiment importantes. Non pas que tout ce que nous avons toujours utilisé ne sont pas importants, mais pourquoi ils sont importants? Parce que il y a une personne qui lui vient, qui veut parler au nom de l'Afrique, de la stratégie que nous devons avoir, de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Elle n'a pas froid aux yeux dans son livre en disant que allons-y, essayons, les Africains. Longtemps on a été toujours en arrière, cette fois-ci nous devons bouger. Et d'autre part, nous avons notre prêtre, M. l'abbé Pinipini, qui lui parle de la civilisation, qui n'est pas enseigné dans des bouquins des enfants. Moi-même, qui par une de formation a fait l'histoire, je n'avais pas vu ces choses-là. Et pourtant, les éminents professeurs, les éminents professeurs historiens congolais m'ont enseigné. Quand je dis les noms, les autres savent déjà ces gens-là. Ils sont là, ils sont éminents, mais ils ne m'avaient pas enseigné comme j'ai été enseigné cette fois-ci. Je me disais hier à la radio que si Internet était sorti, parce que quand j'ai terminé les études, c'était dans les années 82, si l'Internet était déjà sorti, je ne voyais pas l'importance d'aller faire tous ces diplômes que je fais. Je pouvais seulement rester, commencer à lire les livres et puis à apprendre comme il faut. Donc, voilà un peu pour cela. Mais avant que notre premier intervenant puisse commencer, j'aimerais qu'on puisse avancer un peu pour que ceux qui viennent après ne puissent pas nous déranger. Si nous pouvons vraiment occuper les premières places. Cette demoiselle, madame qui est là, qui s'appelle Edwige Neshama Sosa, a écrit un livre, mais moi je n'aimerais pas la présenter ici. Je veux qu'elle-même parle avant de nous faire le résumé, parce que moi j'ai lu et quelques-uns ici n'ont pas encore lu le livre, mais qu'elle nous donne un peu l'idée de ce qu'elle a écrit dans ces livres-là. Mais qu'elle commence d'abord par se présenter. Mais son nom, c'est Edwige Neshama Sosa. Elle a écrit un livre qui est intitulé « La stratégie gagnante » dans la coopération Afrique-Europe. Vous avez la parole, madame. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à toutes et à tous d'être venus pour nous écouter. Voilà, effectivement, je suis Edwige Neshama Sosa. Alors, moi, je suis issue, on va dire, d'un métissage africain, parce que je suis un petit peu ivoirienne, donc de la Côte d'Ivoire, un petit peu du Togo et un petit peu du Bénin, et je suis aussi belge. Donc je suis vraiment un mélange qui prouve que des stratégies gagnantes de coopération entre l'Afrique et l'Europe sont possibles. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Tout simplement parce que j'ai suivi des négociations entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne. Donc ça, c'était depuis octobre 98 à juin 2000. Et lors des négociations que les États africains avaient avec l'Union européenne, j'ai constaté que nous, les Africains, eh bien, on partait en négociation sans stratégie. Or, l'Union européenne, les Européens, eux, quand ils viennent en négociation, ils ont leur plan, ils ont leur stratégie, ils ont leur méthode de réflexion, bref, ils savent où ils vont. Et moi, ça m'a marqué, ça m'a frappé, et je me suis dit, ben mince, nous aussi, Africains, nous devons pouvoir
développer des stratégies et aller en négociation avec notre propre stratégie. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors ce livre parle de crise économique, de crise politique, de crise environnementale, de crise alimentaire aussi. Et je dis que toutes ces crises que connaît l'Europe, que connaît l'Occident et que connaît aussi évidemment l'Afrique, eh bien ces crises-là sont pour nous des facteurs de développement. Pourquoi? Parce que quand il y a crise, ça veut dire que, je prends l'exemple de l'organisme, un organisme qui est malade, il est donc en crise, et donc les remèdes qu'on va apporter à cet organisme en crise vont permettre justement à l'organisme de se rétablir. Et donc nous en Afrique, on a cette chance extraordinaire c'est vrai, de subir des crises, mais en même temps ces crises-là sont pour nous des facteurs de développement. Je parle aussi de l'agriculture, parce que je dis qu'en Afrique, on a vraiment un formidable potentiel en matière agricole. Et je prends l'exemple des Israéliens qui en 1946, quand ils sont retournés chez eux vers la terre promise et qu'ils n'avaient rien du tout de construit, ont d'abord opté pour l'agriculture parce qu'ils se sont dit il faut d'abord nourrir le ventre de nos enfants. Et donc nous en Afrique, nous devons aussi penser à nourrir le ventre de nos enfants en axant vraiment une politique agricole intéressante et prometteuse. Alors, je parle aussi de la femme, évidemment, de la femme africaine comme vecteur, comme facteur de développement, et je mets un accent tout particulier sur la femme congolaise qui, pour moi, est un moteur de développement, mais qui, pour l'instant, subit est en pleine crise parce qu'elle subit des violences sexuelles incroyables, et ça, on doit vraiment pouvoir y mettre un terme. Et je dis que s'attaquer à la femme africaine, s'attaquer à la femme congolaise, eh bien, c'est s'attaquer à la matrice même du développement. Et donc là aussi, nous, Africains, nous devons œuvrer de stratégie pour voir comment on peut arrêter ce genre de démantèlement humain. Alors, je parle aussi de la Chine. Alors, je ne suis pas contre la Chine, mais dans mon livre, c'est vrai que je dis qu'il faut faire attention, que nous, les Africains, on doit faire attention à la Chine parce qu'on se précipite, évidemment, sur des marchés chinois parce que la Chine ne pose pas de conditionnalité de l'aide, donc ça arrange certains de nos dirigeants, mais en même temps, je dis attention parce qu'il ne faut pas qu'on subisse une seconde recolonisation, mais cette fois-ci commerciale. Et donc je dis attention à la Chine. Je dis nous avons un partenaire qu'on connaît bien, qui est le partenaire européen, et donc nous devons en fait, face à ce partenaire européen, œuvrer de stratégie, mais cette fois-ci on veut du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on veut bien coopérer avec l'Europe, puisqu'on les connaît, puisqu'ils sont plus proches de nous au niveau géographique. On a l'habitude de commercer avec eux et d'échanger avec eux, mais je dis que dorénavant, les échanges que nous devons avoir avec l'Europe, eh bien, ces échanges-là doivent absolument être des échanges de gagnant-gagnant. Et puis, je parle aussi de ces enfants de la rue qu'on appelle les Chégués au Congo, et je dis que là aussi, nous, Africains, nous devons opter pour un outil stratégique qui nous permette de faire en sorte que ces enfants de la rue, ma foi, puisque les enfants, c'est l'avenir de demain, et bien que ces enfants-là puissent avoir une scolarité, puissent aller à l'école, puissent être éduqués, parce que l'éducation, c'est le développement. Donc, dans mon livre, pour résumer un petit peu le livre, je parle de crise, parce que le monde est en crise et l'Afrique est en crise, elle n'y échappe pas, mais je dis que ces crises-là sont des facteurs de développement. Je parle de stratégie et j'insiste vraiment sur la stratégie en disant qu'on ne peut rien faire sans stratégie et que nous, Africains, nous devons vraiment mettre le paquet, mais vraiment opter pour des stratégies gagnantes entre nous, Africains, et vis-à-vis de l'Europe. Je parle de la Chine, je parle de la femme, je parle de l'agriculture, je parle des différents liens qui nous unissent entre l'Afrique et l'Europe, des différents liens de coopération. Et je dis qu'il nous faut impérativement maintenant œuvrer pour un renforcement de cette coopération entre l'Afrique et l'Europe, mais surtout pour des stratégies gagnantes de coopération Afrique-Europe. Voilà. Bon, là, je ne sais pas, moi je trouve que nous allons passer la parole au deuxième. Je vais me faire aussi le résumé.
puis, on va entrer dans le vif du sujet après. Lui, c'est, comme je venais de le dire, monsieur l'abbé, c'est un prêtre. Je ne sais pas si on dit comme ça, abbé ou prêtre. Abbé, oui. Et ouais, un prêtre, Évariste Pinipini. L'Ekeya Yesu. J'aime bien ça quand on dit ça. Il a écrit un livre aussi qui m'a personnellement beaucoup bouleversé. La mission civilisatrice au Congo. C'est un titre combien évocateur. Et là, nous ne savons pas quelle a été cette civilisation qui a été apportée. À lui de nous dire aujourd'hui, qui commence d'abord par se présenter et puis de nous faire un résumé. Merci. Je m'appelle Pinipini Évariste. Je suis prêtre depuis 29 ans. J'ai été ordonné prêtre en 84 à Bandundu, dans la ville de Bandundu au Congo. Et pour l'instant, je suis curé de quelques paroisses dans la commune de Saint-Aude. Mon mandat là-bas se termine à la fin de ce mois, dans cette commune-là, pour cette paroisse. Alors, la mission civilisatrice, moi j'avais prévu de vous montrer, de vous projeter un diaporama pour vous expliquer un peu plus largement ce que je voulais faire, mais je vais quand même vous dire en quelques mots, comme le dit notre Mitch. Donc, la mission civilisatrice au Congo, réduire les espaces de vie en prison et en enfer. Voilà les titres que j'ai donnés à mon ouvrage. En fait, quand on arrive ici, la question que tout le monde se pose à propos du Congo, pourquoi cette situation? D'où vient-elle cette situation? Les Congolais seraient-ils maudits? Ce sont des questions que l'on entend souvent. Autre question, en général d'ailleurs à propos des Africains, sont-ils comme tous les autres? Est-ce qu'il y a tellement de questions au point qu'on se demande si ceux avec qui nous parlons, ceux avec qui nous discutons, s'ils nous prennent pour des gens comme eux? Donc moi j'ai essayé de répondre un peu à toutes ces questions que l'on se pose par rapport au Congo d'abord. Pourquoi cette situation du Congo? Parce qu'elle est explicable, ce n'est pas une situation qu'on ne peut pas expliquer. Elle est explicable du point de vue historique. Et alors moi je me suis mis de ce point de vue-là historique, en parlant justement de ce qu'on appelle la mission civilisatrice au Congo. Donc la colonisation s'est présentée comme mission civilisatrice dans notre pays, par rapport à une population, la nôtre, dont nos ancêtres, qui ne l'était pas, qui n'avait pas de civilisation. Donc moi je conteste cela, d'emblée, pour dire que ce n'est pas possible qu'un peuple n'ait pas eu de civilisation au point qu'il faille qu'un autre vienne la lui amener. Et je dis cela pourquoi? Parce que, en remontant dans l'histoire, nous voyons nous savons qu'il y a eu au Congo un État africain constitué par des Africains en territoire africain, en sol africain, qui s'appelait Congo Dinanza, Unza du Congo, connu habituellement sous le nom de le royaume du Congo. En fait, le royaume, c'est vraiment pour dire, c'est dans le consentement plutôt occidental, mais le pays s'appelait comme ça Congo Dinanza, Unza du Congo. Alors, Unza du Congo, ça veut dire monde du Congo. Et dans l'histoire africaine, beaucoup d'États africains à l'époque s'appelaient un peu ainsi, c'est comme l'Égypte, les Kémites, ça s'appelait le monde noir. L'Éthiopie aussi c'était le monde noir. Donc c'était un peu comme ça qu'ils appelaient, c'était le monde comme l'endroit où nous vivons, le lieu de vie. Et cet État-là, africain, Congo Dinanza, il a été rencontré par les Portugais qui sont arrivés. Ils ont vu que c'était un État organisé, avec toutes les structures d'organisation qui étaient avec une capitale, avec une monnaie, il y avait pas mal de... Ils étaient bien, ils étaient organisés. Et c'est
en tant qu'organisés qu'ils ont reçu les Portugais qui arrivaient, donc qui étaient conduits par Diego Cao. Diego Cao avait été envoyé par son roi pour aller enquêter sur les territoires qui étaient les siens, donnés par le pape Alexandre VI à l'époque, qui avait partagé. Vous savez qu'il y avait deux grandes puissances au moment-là, en Europe, c'était l'Espagne et le Portugal. Et le pape avait divisé le monde en deux parties. Il y avait une partie qui était pour l'Espagne, une autre partie qui était pour le Portugal. Donc le Congo de l'époque était tombé dans l'emprise du Portugal. Alors les Portugais sont arrivés pour voir ce qui était leur pays, mais qui n'était pas en fait, mais pour eux c'était le leur. Donc ce qui était là était leur sujet. C'était le premier quiproquo qu'il y a eu dans cet état-là, parce qu'ils arrivaient dans un état où il y avait des gens, et eux les prenaient pour leur sujet, alors qu'il n'y avait rien de pareil. Mais donc, malgré cela, ils ont été bien accueillis par les Congolais, qui leur ont comblé de tas de cadeaux, qui leur ont ouvert les portes de leur pays. Les relations se sont établies, et les Congolais ont trouvé qu'ils avaient des choses pour apprendre. Les Portugais ont voulu aller jusqu'au Portugal pour aller apprendre des choses. On demandait que les Portugais les renvoient par leur roi, mais vraiment dans une relation tout à fait bilatérale, les renvoient des maçons, les renvoient des menuisiers pour qu'ils apprennent à construire des maisons, tel que ça se faisait au Portugal. Et les enfants congolais de l'époque sont venus étudier à Lisbonne, parmi lesquels il y a eu Kinga Mobemba, qu'on appelait Don Tiki, qui a été ordonné prêtre à Lisbonne et qui est devenu évêque en 1521 à Rome. Il a été ordonné à Rome et il est rentré au Congo comme évêque où il est allé mourir. Il y a même eu un ambassadeur du Congo envoyé auprès du Saint-Siège en 1604, et puis il y avait des échanges d'ambassadeurs entre le Portugal et le Congo. Donc ouais, c'était quand même pas n'importe quel État, c'était un État qui était bien organisé, qui savait très bien se mettre en relation avec d'autres personnes, avec d'autres États. Mais les Congolais, étant religieux, ils se sont ouverts aussi à la religion qu'amenaient les Portugais, et alors les Portugais sont entrés dans la cour royale. Par les prêtres qui ont voulu transformer cet état-là comme le leur, ils ont trouvé que la mentalité africaine qu'ils avaient trouvée n'était pas correcte, n'était pas conforme. Il fallait que ce soit une mentalité chrétienne, donc portugaise. Et si bien, même les modes d'accession au pouvoir devaient changer, etc. Donc il devait tout changer finalement. Ils sont arrivés à avoir l'emprise même sur le roi, sur la cour royale, et avoir l'emprise sur le pays. Et ça a été, après c'était la voie ouverte, vous savez, à la traite qui a saigné finalement les pays à blanc, parce que la demande en Amérique en matière première, qui était donc les esclaves à ce moment-là, qui était le pétrole de l'époque, ça ne s'arrêtait pas au point que le pays a été signé en blanc. Donc le pays s'est évanoui au moment où la grande pénétration européenne du 19e siècle. Donc voilà ce que je voulais dire, que voilà, il y a eu là un État qui était organisé, qui est entré en relation avec le Portugal, et voilà, qui s'est évanoui par cette relation. Maintenant, pour parler du Congo actuel, je dis que le Congo actuel, si vous voyez la carte du Congo telle qu'elle est présentée, je voulais vous la présenter ici, vous voyez que le Congo est vraiment comme posé là, au milieu de l'Afrique, ne sachant pas ce qu'il fait là. Et je dis que ce Congo actuel que nous connaissons maintenant, qui a été institué par le roi Léopold II, en fait, disons par son organisme, qui est devenu finalement l'État indépendant du Congo. Donc que ce Congo-là n'a rien à voir avec le Congo ancien, avec le Congo dont je viens de parler. C'est un tout autre État. Ils ont pris ce nom-là, mais qu'ils ont donné au fleuve,
qui ne s'appelait d'ailleurs même pas Congo, dans l'ancien royaume, enfin, l'ancien État, il s'appelait Mwanza. Donc c'est ce Congo. Mais le nom Congo a été donné par les Portugais parce que pour eux, voilà, ils voulaient tout transformer, ils ont donné le nom Congo. Donc l'État ici que nous appelons le Congo, le Congo qui a été le Congo indépendant, devenu Congo belge, maintenant Congo démocratique, ce n'est pas le Congo ancien, il n'a rien à voir. Le Congo ancien était un État lié à un peuple, le peuple Congo. L'État ici n'est pas lié à un peuple, il est lié à un fleuve, tout simplement. Et qui dit le fleuve à cause des richesses que ce fleuve apporte, dont la forêt. La forêt qui a donné le caoutchouc, et puis l'ivoire à l'époque, qui a aidé à l'enrichissement de la Belgique et au temps du roi. Et puis après, ce territoire qui s'est très étendu un peu partout, qui est allé jusque dans le haut plateau, qui est jusque dans les lacs à l'est du Congo, qui a presque pris toute la forêt équatoriale, et puis est allé au sud dans le haut plateau. Donc cet État s'est révélé comme étant un véritable, ce que nous connaissons maintenant, un État qui est plein de richesses, les minéraux, l'union minière est née, etc. Et pour extraire toutes ces richesses et tous ces minéraux-là. Donc je dis que cet État ici, le Congo actuel, je répète que c'est le Congo qui était l'État indépendant du Congo, devenu Congo belge, devenu maintenant Congo démocratique, n'est pas le Congo ancien. Il n'est pas un État africain. Il n'a pas été constitué par des Africains. C'est un État qui est constitué par des Européens pour leur propre... pour eux, en fait. Et la population qui était là était prise au piège. Tout le monde qui était là, qui ne se connaissait pas, qui n'avait rien à voir, ceux du nord comme ceux du sud, ou ceux de l'ouest, ceux de l'est, n'avaient rien à voir, ils ne se connaissaient même pas, n'avaient aucune culture commune, ni d'histoire commune non plus, mais ils se sont trouvés là-dedans, dans cet état-là. Et ici aussi, ils ont été, comme au temps des Portugais, ils ont aussi été au service de maîtres qui arrivaient, donc des Européens, des Belges et d'autres, qui sont arrivés, qui sont pris les pays comme étant le leur, comme les Portugais avaient pris le Congo ancien comme étant le leur. Le résultat a été le même. Voilà ce que j'ai dit par rapport à cet état du Congo. Et j'ai dit que la situation actuelle que nous connaissons, donc, qui vient de ce qui s'est passé avec le pouvoir qui a été pris par Mobutu et les siens qui ont chassé ceux qui avaient été élus, enfin, Mobutu avec ses mentors, ils ont chassé le pouvoir élu de Lumumba et de tous les autres. Il faut savoir qu'en 1960, le gouvernement a été liquidé, le Parlement l'a été également, le Sénat, et donc tout ce qui avait été élu n'a plus existé. On a mis en place des institutions tout à fait nouvelles qui n'étaient pas démocratiques, qui n'étaient pas du tout élues par le peuple, et ça continue comme ça pendant longtemps, jusqu'à présent. Alors, c'est ça que j'appelle moi plutôt la descente aux enfers, donc le Congo réduit à un état, plutôt le Congo devenu enfer. S'il a été une prison autant avec Léopold II, maintenant avec Mobutu et avec le régime actuel, c'est devenu carrément l'enfer. Pourquoi? Parce que les dirigeants, ces dirigeants-là ne répondent pas du peuple congolais. Ils ne sont pas élus, le peuple congolais c'est du bétail, c'est tout à fait comme les autres, et dans le fond, ce qu'ils veulent. Alors, je vous ai dit que même alors, dans la quatrième partie du livre, je parle de la résistance congolaise, qui a toujours été présente depuis l'ancien État Congo. Il y a eu la résistance là-bas, à ce moment-là, même une résistance armée. Il faut savoir à ce moment-là, comme il était un pays avec un peuple déterminé, un peuple qui était organisé, ils avaient une armée, ils se sont
opposés. Après, il y a eu des batailles. Une des grandes batailles connues, c'est la bataille d'Ambuila, où il y a eu beaucoup de morts, dont le roi, qui a été Anthony Ier, qui a été exécuté. Mais après ça, en 1704, il y a eu une jeune fille qui s'appelait Kim Pavita, Dona Simba Béatrice, qui elle a pris le courage de rassembler, de redynamiser son peuple pour dire, écoutez, nous ne devons pas nous décourager, il faudra que nous puissions nous relever, nous sommes comme tout le monde, nous sommes des humains, ceux qui viennent avec le message de Dieu, mais le message de Dieu, Dieu est pour nous tous. Alors je vous exhorte, levez-vous, redressons le pays, reprenons le pays tel que nous l'avons laissé les ancêtres. Et cette jeune femme s'est mise à parcourir tous les pays, elle a vraiment redynamisé tout le monde, tout son pays, pour que les gens l'ont suivi. Il y a eu un mouvement qu'on appelle le mouvement de l'Antonier, qui est un mouvement religieux qui voulait assainir les mœurs des gens, de la population qui était découragée, qui s'est donné à des mœurs comme maintenant notre situation. C'est exactement la même. Nous, dans une situation où on est tellement découragé, mais les mœurs sont aussi laissent à désirer. Et ça demande maintenant, comme à ce moment-là, qu'il fallait assainir les mœurs. Alors c'est ce qu'il a dit aux gens, assainissez les mœurs, suivez-moi et revenons à notre tradition. Alors les gens l'ont suivi, il y a eu un grand mouvement derrière elle. Mais le père qui était là, le père Capucin, voyant qu'elle était un danger, ils l'ont fait arrêter et l'ont exécutée. Elle a été brûlée vive avec son enfant. Cette femme-là a 20 ans. J'ai dit que la résistance a continué, y compris pendant l'époque du Congo indépendant. Il y a eu beaucoup de soulèvements, des populations qui se sont soulevées, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués, y compris pendant l'époque belge. Il y a aussi eu une grande résistance, avec notamment le prophète Simon Kimbangu, qui a fait la même chose, presque comme Kim Pavita, qui a demandé qu'il y ait aussi que les mœurs soient assainies et que les gens ne désespèrent pas, car le bon Dieu, il est pour eux, qu'il va les libérer. Lui aussi a été arrêté, il a été mis en prison, il est resté, je crois, 30 ans en prison, très très loin, à Lumbashi, à Elisabethville à l'époque, alors qu'il était de Nkamba, dans la province du Bas-Congo actuel. Même ses adhérents, ses adeptes ont été arrêtés. On dit qu'il y a eu 37 000 qui ont été déportés dans les forêts d'autres coins du nord du pays. Mais grâce à cela, son mouvement s'est répandu et est devenu un mouvement très important qui aujourd'hui a pris de l'ampleur. Si vous allez en Kamba aujourd'hui, c'est un village complètement transformé. Il y a là un temple qui a 40 000 places assises, un grand temple qui fait honneur à ce mouvement. Donc c'est devenu maintenant une religion indépendante du kimbanguisme grâce à son fils Yangenda qui a relevé cela. Alors je parle également dans la résistance de la figure de Lumumba, qu'on ne présente plus, qui est quelqu'un qui a eu un courage extraordinaire, qui était un homme, un autodidacte, qui n'a pas fait beaucoup d'études. Il est venu de son village dans le territoire de Tétela pour aller à Kisangani à pied, parcouru, je crois, 120 km à pied. Et arrivé à Kisangani, presque sans beaucoup d'instructions, il s'est mis à s'instruire jusqu'à devenir quelqu'un de respecté et de respectable. Il était respecté à Kisangani, c'est dans les villes, pas seulement par les Congolais, mais y compris par des Européens qui trouvaient qu'il était bien intelligent. Il a dirigé à Kisangani l'association des postiers de Kisangani qui réunissait aussi bien les Belges que les Africains, que les Congolais. Et après, il a été arrêté à cause d'un détournement qu'on lui avait reproché parce qu'il travaillait à la caisse. Et alors,
Il a reconnu, il a dit oui, parce qu'il était payé moins que les Européens, pourtant il avait la même charge familiale et tout ça, qu'il ne pouvait pas vivre avec ce qu'il conduisait, mais il voulait bien rembourser ce qui lui avait été, ce qu'on lui reprochait. Il avait 2 maisons, je crois, il a vendu une des maisons, et l'argent qu'il avait récolté pour payer la dette qu'on lui réclamait, ben, ça a été confisqué comme preuve de son détournement. C'est bien qu'il est resté 2 ans en prévention, oui, 2 ans de prévention de l'arrestation préventive à la prison à Kisangani. Et ben, jusqu'au quand il est sorti, il est allé à Kinshasa, et là il a trouvé un travail, je crois que c'était la Bra Congo, et il était aussi, je crois, directeur financier de la Bra Congo. Il a relevé cette brasserie, avec une bière polar qui était, à l'époque on appelait la bière Lumumba d'ailleurs. Les gens, quand ils venaient au bar, ne demandaient pas la bière polar, demandaient la Lumumba, mais la Lumumba, alors on donnait la bière. Donc il avait vraiment relevé ça. Et puis il a démissionné pour aller créer avec d'autres les premiers partis politiques congolais afin de préparer le pays à l'indépendance qui s'appelait le MNC, Mouvement National Congolais. Donc voilà, comme ça, continué jusqu'au moment où, jusqu'à l'indépendance, avec tout ce que vous savez tout après qu'il a été arrêté, enfin, et tué. Mais la résistance a continué. Vous vous rappelez qu'en 1992, le 16 février 1992, 1 million de personnes ont marché dans la ville de Kinshasa pour dire non à Mobutu et demander la réouverture de la conférence nationale souveraine. Il y a eu plusieurs morts ce jour-là à Kinshasa, mais cela a été grâce au dynamisme des jeunes prêtres. En Afrique, comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Merci, je m'appelle Bibi. J'avais deux volets pour une même question. Donc, au niveau des nouveaux partenariats économiques entre l'Afrique et l'Union européenne, en ce qui concerne les produits agricoles, moi je pense que les pays africains, enfin en grande majorité, ne sont pas encore prêts à concurrencer les produits européens, d'autant plus qu'on sait que les agriculteurs en Europe ont droit à des subsides, ce qui n'est pas le cas pour les producteurs africains, et donc ce serait tuer l'agriculture locale qui n'est pas, dans beaucoup de cas, à une échelle de modernisation et d'industrialisation. De quelle façon est-ce que ces produits-là ne pourraient pas se retrouver dans la signature des 10 accords, alors que quand on sait qu'au départ, quand il y a eu les conventions de Lomé, ça portait principalement d'un côté sur les produits agricoles mis en vedette par les ex-colonisateurs et d'autre part par les produits miniers dont les mondes occidentaux et autres ont grandement besoin. Ma deuxième préoccupation, c'était par rapport à... J'ai eu l'occasion de feuilleter votre livre que je lirai dans un futur proche, et j'étais préoccupée par votre appréhension de la question congolaise, la crise par rapport à la question des femmes de la RDC. Et donc, moi, nous participons à une dynamique qui est en rapport avec un plaidoyer que nous faisons par rapport à cette guerre que le Congo subit. Et nous disons que le fond, c'était effectivement le pillage des ressources minières au profit d'industries qui se trouvent partout sauf en Afrique, et que c'était orchestré avec l'aide des pays voisins. Et donc, quand le viol est utilisé comme arme de destruction massive, on se retrouve sur ce point-là. Ce n'est pas en priorité par les Congolais eux-mêmes, tel que ça tend à être présenté dans votre livre, mais par les pays voisins.
Les Congolais n'ont aucun intérêt à détruire leurs mères, femmes, sœurs, tout ce que vous voulez, et hypothéquer le développement des générations futures. Donc, il y a une main derrière tout ça, cette main est étrangère au Congo, et quand vous allez dans le sens d'un plaidoyer par rapport à cette question, il faut que cela soit fait de façon claire et explicite. Et surtout qu'en général, ce plaidoyer est fait à l'intention des Occidentaux ou des partenaires économiques de ces pays-là. Pour nous, c'est important que l'opinion publique de ces pays, qui ne sont pas toujours au courant des dessous et qui sont en fait... qui reçoivent en fait l'information de leurs médias, mais une information qui n'est pas correcte, qui est faite selon les visées de ces industries, et bien que quand le plaidoyer ou l'information vient de nous, Africains, et bien qu'elle soit claire et correcte. Merci. Bonsoir, je m'appelle Faiza. C'est à propos de l'ouverture commerciale que vous préconisez. Et vous avez dit qu'il faut donc davantage s'ouvrir au monde extérieur. Alors, dans le cadre du droit, que pensez-vous de la signature des accords de l'OHADA par le Congo? Et d'autre part, par le fait que, d'après ce que j'ai vu sur Internet, cela a été mis au point, notamment au Canada. Donc par le fait que ce que nous signons est en fait mis au point ailleurs. Et que pensez-vous du degré d'ouverture, plutôt de la contrainte que cela impose sur nos pays? Oui, alors moi je vous remercie pour vos questions. Par rapport aux APE justement, on n'a pas, enfin on peut avoir des craintes, mais on n'a pas à avoir trop de craintes parce que les APE ne vont pas toucher les pays les moins avancés. Pour les pays les moins avancés, justement, on a tenu compte des problèmes de subvention, des problèmes au niveau de l'agriculture, des problèmes par rapport aux petits producteurs locaux. Et je le dis souvent, le problème qui se pose, c'est les petits producteurs, le producteur de poulets par exemple, c'est vrai, qui va avoir arrivé sur son marché des poulets européens. Au niveau de la concurrence, ça pourra pas tenir. Et donc par rapport à ça, l'Union européenne a dit, nous on veut 80% de seuil de libéralisation. Les États africains ont dit non, 80% c'est trop pour les petits producteurs, donc on va essayer de descendre à 70%. Et donc si on descend à 70% au niveau du seuil de libéralisation, ça laisse 30% de produits dits sensibles. Et donc les petits producteurs ne seront pas trop découragés. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne doit pas marginaliser ces petits producteurs-là parce que ce sont eux qui font aussi la richesse du pays au niveau agriculture. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est vrai des femmes. Moi, je suis pas congolaise, mais j'adore le Congo. D'ailleurs, il faudra que j'aille un jour très prochain là-bas. Merci. Mais moi, ça m'a touché la question des femmes congolaises violées. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Mais c'est vrai que dans mon livre, quand j'en parle, je généralise en disant, ce sont les Congolais. Mais il faut savoir aussi que quand on est dans un pays en guerre, dans un état de guerre, parfois les propres fils du pays ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont obligés parfois aussi de commettre des actes qu'ils ne se rendent pas compte. Mais je ne mets pas de côté effectivement l'intervention étrangère qui effectivement y est pour beaucoup. Et je dis, et je milite là-dessus moi en tant que femme déjà, et puis parce que j'aime beaucoup ce pays, et je dis que au niveau du gouvernement, au niveau de l'État actuellement en place, là aussi, on doit œuvrer de stratégies. Là aussi, on doit pouvoir mettre sur pied des stratégies gagnantes pour que ces femmes-là qui ont été violées puissent retrouver une seconde vie. Une seconde vie comment? En les réinsérant dans du travail, en leur réapprenant en fait à vivre. Et puis ces enfants-là aussi qui sont issus de viols, on doit s'occuper d'eux. Et moi, pareil, à côté de mon livre, je vais créer une association. Vous allez me dire qu'il y a beaucoup d'associations qui militent pour les femmes violées en Afrique. Mais je crois qu'il n'y en aura jamais assez. On n'en fera jamais assez pour ces femmes-là. Et je pense que nous, ici en Europe, eh bien, on doit pouvoir justement aider d'ici les femmes là-bas. Et je vais, franchement, dès l'année prochaine, créer une association et un institut. Et cet institut-là va justement œuvrer pour les femmes
violées, les femmes qui ont subi des violences sexuelles, comment les réinsérer, comment leur réapprendre à vivre et comment s'occuper de leurs enfants qui sont le fruit en fait de viols. Et c'est vrai qu'il y a une main étrangère au Congo, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a plusieurs mains étrangères. Alors, maintenant pour parler de l'ouverture commerciale et de la signature de l'OADA. Alors là, je suis ravie que le Congo ait signé, comment dirais-je, l'OADA, parce que c'est important pour nous, Africains, de pouvoir justement avoir un cadre juridique qui permette justement aux investisseurs, à tous ceux qui veulent investir en Afrique, eh bien, ça les protège aussi ce cadre-là. Et donc, tant mieux que le Congo, il y a certains pays comme ça, mais pas tous les pays africains, mais certains pays ont pris les devants, et le Congo a été, là encore aussi, l'un des pionniers, l'un des pays à signer l'OADA. Et ça, c'est de bon augure. C'est de bon augure parce qu'on a besoin, en Afrique, de cadres juridiques qui nous protègent et qui protègent aussi les investisseurs qui vont, je vous dis franchement, aujourd'hui, on aura de plus en plus d'investisseurs étrangers, d'investisseurs européens, et donc ce cadre de l'OADA est tout à fait propice pour nous et pour les Européens. Merci. Je voudrais un peu savoir, c'était la convention de Lomé. Je m'appelle Moding Ngor. Je suis ancien syndicaliste au Congo. Et ensuite, je suis devenu agriculteur. Je voudrais savoir ce que la convention de Lomé est devenue. Depuis longtemps, on crée beaucoup d'organismes sur le plan international. On parle de la convention de Lomé, on parle des ACP, on parle maintenant de... Bon, APE. Vous voyez, au cours d'un même siècle, nous avons connu combien d'organismes, hein? Mais qui n'apportent rien en Afrique. Absolument rien. Parce que tous les fonctionnaires qui partent travailler dans ces organismes viennent de l'Europe. Bon, je m'appelle Charles Petitjean, ça ne veut rien dire pour vous. Bon, écoutez, je prends la parole parce que bon, j'ai réagi un peu avec émotion à vos propos. Alors, je vais tout d'abord prendre deux précautions. Hein. Je ne connais absolument pas la situation concrète telle que vous les connaissez, hein, vous les Africains, avec votre passé, votre culture. Je suis absolument étranger à cette richesse. Donc, je ne fais de la leçon à personne, mais absolument pas. Et deuxième réserve, je n'ai pas de solution. Personnellement, je n'ai pas suffisamment de connaissances, ni économiques, ni politiques, comme vous voulez, mais j'ai quand même réagi spontanément et j'ai trouvé vos propos relativement naïfs, excusez-moi, avec tout le respect que vous méritez. Quand je vous entends prôner comme cela des échanges presque gagnant-gagnant entre partenaires presque égaux, identiques entre l'Europe et l'Afrique, je souris parce que quand je vois le sort que l'Europe réserve à ses propres habitants, hein, c'est une politique ultralibérale, hein, où le petit agriculteur disparaît au profit de multinationales. Nous sommes un marché ouvert. Même chose, hein, vous reconnaissez comme inévitable la mondialisation, la libéralisation. Moi je vois ce que ça donne dans la vie de tous les jours du monde, des sociétés, que ce soit en Asie, ainsi de suite. Et j'ai déjà eu cette réflexion-là avec beaucoup de respect. Je me suis dit, ben après que les multinationales aient été fabriquer leurs chaussures ou leurs vêtements en Asie du Sud-Est, il reste encore un marché de main-d'œuvre, et c'est l'Afrique. Vous voyez, j'ai eu cette tristesse de le penser. Je me suis dit, les pauvres, ils passeront après avoir... ils passeront dans les mailles, dans la fabrication, disons, de toute cette exploitation. Et je trouve vos propos relativement naïfs par rapport à l'analyse que moi je fais au niveau macroéconomique et quand je regarde le monde tel qu'il fonctionne et tel qu'il est organisé. L'OMC, le FMI, tous ces organismes-là sont au service de la grosse finance, des multinationales, et l'Afrique ne représente pour eux sans doute qu'un potentiel à exploiter et à continuer à exploiter. Voilà, avec tout le respect, vous savez, et je ne suis pas en juge et absolument pas. C'est une réaction émotive. Moi, je m'appelle Guzy Emmanuel.
Et je trouve ces débats très intéressants dans la mesure où on a en face de nous une personne qui parle justement de la guerre de civilisation, et juste à côté, l'autre qui essaie de trouver des solutions aux conséquences justement de cette guerre de civilisation. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur derrière moi. Monsieur Petitjean. Monsieur Petitjean. Voilà. Et celui qui est mon papa qui est devant moi aussi, le syndicaliste congolais. Oui. Pour dire que, au fait, le problème, c'est le paradigme, en fait. Parce qu'à partir du moment où on va garder le même paradigme, que justement nous impose le capitalisme qui cause tant de dégâts, pas seulement en Afrique, mais en Europe, comme l'a répété M. Petitjean, ce paradigme nous enferme dans une logique qui n'est pas justement le modèle que nous devons prôner. Parce que ceux qui ont prôné d'autres modèles comme Thomas Sankara, on connaît le sort qui leur est réservé. Et il n'y a pas que Thomas Sankara. C'est juste un exemple que je donne. Donc je pense que nous devons sortir d'un modèle qui nous est imposé, d'une logique qui n'est pas la nôtre, parce que sous peine justement de tourner en rond et de ne pas arrêter de signer des accords sur accords, comme l'a dit notre papa ici, syndicaliste congolais. Donc je pense que c'est intéressant parce que j'aurais d'autres questions par rapport justement à cette guerre de civilisation. Parce que je pense que le problème c'est ça justement, c'est la guerre de civilisation. Merci. Alors, je vais répondre à notre papa congolais qui parle des conventions de Lomé. En fait, on n'est plus du tout dans cette logique de convention de Lomé. On est sorti des conventions de Lomé pour signer un nouvel accord. On a signé un nouvel accord en juin 2000 qui est l'accord de Cotonou. Et donc, l'accord de Cotonou, justement, dans ce qu'il a de novateur, c'est qu'il fait une belle part plutôt à la société civile. Et l'accord de Cotonou va rajouter un élément qui fait partie des éléments essentiels, qui est la bonne gestion des affaires publiques, comme justement mode important pour décaisser les fonds. Donc maintenant, au niveau des accords qui unissent l'Afrique, les États ACP, et l'Union européenne, c'est l'accord de Cotonou, signé en 2003, et ratifié en 2003. Maintenant, c'est vrai, il y a ACP. ACP, c'est depuis les conventions de Yaoundé qu'il y a ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Donc on a été liés par ces accords-là, parce qu'il faut bien des accords quand même. Il nous faut un cadre. Il nous faut un cadre. On ne va pas se lier comme ça pour commercer dans du ex nihilo, dans quelque chose qui n'existe pas. Et donc, depuis 1975, il y a eu ces accords de Yaoundé, puis les conventions de Lomé, et maintenant l'accord de Cotonou. Et c'est dans l'accord de Cotonou qu'il y a justement la problématique des accords de partenariat économique. Moi, je vais rebondir à ce que vient de dire M. Charles Petitjean. Dans mes propos, il n'y a rien de naïf. Je sais exactement comment fonctionnent les rouages, je sais exactement comment fonctionne le FMI, comment fonctionne l'OMC. Et justement, ce que je dis, c'est qu'il nous faut opter pour de nouvelles stratégies. Ça veut dire que les stratégies qui ont été mises auparavant en vigueur ne nous ont pas permis, à nous, Africains, de participer à ce banquet de la nature. Et je dis que maintenant, si on veut, nous aussi, profiter de nos richesses, des richesses qu'on a aussi bien au niveau agricole qu'au niveau, au niveau des minerais, parce que nous aussi, on veut en profiter, nos populations veulent aussi en profiter. Pour justement en profiter, il nous faut développer d'autres stratégies. Des stratégies qui ont été développées auparavant, ça a été des stratégies qui ont été mises sur pied par l'Union européenne. Et donc ces stratégies-là n'ont pas été en accord avec notre développement. Donc on doit se réapproprier maintenant le développement. L'Afrique doit maintenant se dire, ok, nous maintenant, en fonction de nos réalités du terrain, on va développer des stratégies gagnantes pour nos États. Et de toute façon, l'Union européenne a des intérêts en Afrique, ça tout le monde le sait. Et l'intérêt que l'Union européenne a, on a vu il n'y a pas longtemps le sommet des chefs d'État sur la paix et la sécurité à Paris. Pourquoi? Parce que François Hollande se dit il faut absolument vite rattraper le bon et puis et œuvrer avec l'Afrique
mais sur de nouvelles bases, parce qu'il y a la Chine qui est là, et la Chine fait de l'ombre à l'Europe. Et donc, pour que la Chine ne fasse plus d'ombre à l'Europe, il doit y avoir une redynamisation au niveau des accords que nous signons avec l'Union européenne. Et donc, la décision du président Hollande, justement, de réunir les chefs d'État sur la sécurité et sur la paix, mais quelque part, on dit oui, qu'est-ce qu'on attend de ce sommet? On n'attend rien d'extraordinaire. Mais ne soyons pas négatifs, ne tombons pas dans du pessimisme. Disons-nous simplement, ok, il y a eu un sommet sur la sécurité et sur la paix. Pourquoi? Parce que la France se rend compte qu'elle perd du terrain en Afrique et qu'elle doit y regagner parce qu'elle a intérêt. Elle a intérêt pourquoi? Parce que nous avons les matières premières. Le problème de nous, Africains, c'est qu'on ne sait pas les transformer. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faut maintenant que l'Europe nous aide. Il faut que l'Europe nous aide à transformer nous-mêmes nos matières premières. De telle sorte que la population puisse s'en sortir. Donc, il n'y a rien de naïf. Moi, je connais la situation par cœur. J'ai assisté aux négociations. Je sais comment l'Union européenne fonctionne. Je sais comment l'Union européenne raisonne. Je sais comment nous, Africains, nous fonctionnons et nous raisonnons. Et c'est pour ça que je dis qu'il nous faut d'autres stratégies. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous, Africains, nous développions nos propres stratégies. Parce qu'on ne peut pas aller en négociation avec la stratégie de l'Union européenne. Ça ne va pas, on n'a pas les mêmes réalités, on n'est pas confronté aux mêmes problèmes. Donc, on doit se réapproprier le développement. L'Africain doit se dire, maintenant, c'est à nous, on a une richesse, l'Afrique en ce moment, l'Afrique est courtisée par le monde. Donc, on doit se dire qu'on a tout en Afrique. La seule chose qu'on n'a pas, c'est la formation. Et donc, on doit militer pour être fort, pour être mieux formé et surtout pour mieux négocier avec l'Union européenne. Ça, c'est important. Je m'appelle Cyril Clossilou. Alors, j'ai une question un peu compliquée, mais c'est très simple. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, qu'il y a l'Afrique indépendante. Quelles sont les responsabilités des Africains et quelles sont les responsabilités de l'Europe? Deuxièmement, pourquoi parle-t-on d'Afrique quand on arrive sur ces continents, on se rend compte qu'un pays, c'est comme un continent? Est-ce qu'on connaît vraiment l'Afrique? Est-ce qu'on connaît les pays d'Afrique? Est-ce qu'on défend dans ces accords commerciaux, est-ce qu'on défend l'intérêt de l'Africain, de son produit, de sa machine, de sa rivière? Est-ce que vous connaissez comment on taxe le coltan au Congo? Sur quel marché international, dont le bureau se trouve à Kinshasa, où on a affiché le prix du coltan? Je vais finir par une dernière. Est-ce que vous ne pensez pas que coopérer avec l'Europe, c'est faire différemment comme si on faisait avec la Chine, faire différemment comme si on faisait avec le Japon, faire différemment comme si on faisait entre nous Africains? Parce qu'en Afrique, il y a l'Afrique portugaise, il y a l'Afrique française, il y a l'Afrique britannique et il y a l'Afrique espagnole. Merci. Bonjour, je me nomme Joseph Salomon. Bonjour madame. D'abord, je vous remercie pour votre intervention et comme tout le monde, je pense que je loue l'effort de réflexion que vous avez fait parce que vous parlez de stratégie. Et je pense que si on va au cœur même de votre propre raisonnement, où vous aviez dit, je pense quand certains n'étaient pas encore là, qu'il valait mieux que les chefs d'État africains ou les délégations africaines, vous l'avez un petit peu rappelé ici, se préparent comme le font les Occidentaux quand vous allez en négociation. Donc c'est une tare chez nos hommes politiques, pas seulement chez nos hommes politiques, mais effectivement il y a pas mal d'improvisation. Mais comme le disait M. Charles Petitjean et même M. Nzouzi et mon frère ici qui vient de parler, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous taxe d'être trop pro-occidental? Parce que nous venons de vivre avec eux pendant 5 siècles et on a vu le résultat. Donc quand on vous dit qu'il y a de la naïveté, c'est pas par méchanceté, c'est vis-à-vis de faits historiques. D'une part, comment est-ce que, si effectivement on applique clairement ce qui est stratégique, pour aborder votre volonté de coopération gagnant-gagnant, Lumumba l'a dit avant, d'égal à égal, on sait ce qui lui est arrivé. Peut-être que maintenant les gens sont mûrs, et là
je vais peut-être vous rejoindre, peut-être que vous avez raison, que c'est peut-être le bon moment maintenant, parce que le Lumumba disait qu'il est né 50 ans trop tôt. Est-ce que, avant d'aborder le volet économique, parce que vous connaissez parfaitement ce domaine, vous l'avez rappelé, mais est-ce que ce n'est pas un peu, je ne dirais pas naïf, mais ce n'est pas une façon de mettre la charrue avant les bœufs si on n'évoque pas d'abord le volet politique? Pour tous les mathématiciens, et je suis sûr qu'il doit au moins y en avoir dans la salle, on sait que pour que des lois puissent s'appliquer, il faut un domaine d'existence, ce qu'on appelle un référentiel, ce qui va permettre à certaines lois de s'appliquer. Donc pour qu'on arrive à appliquer le concept de gagnant-gagnant, il y a des préalables qu'il faut d'abord remplir. Nous le savons aujourd'hui, nous souffrons en Afrique, et nous sommes même ridiculisés en Afrique, parce que nous avons des chefs d'État qui ne tiennent pas la route du tout. Et s'ils sont là, et s'ils sont maintenus là, et quand vous parlez de l'Europe avec qui nous devons commercer, personne n'est contre ici, hein, tout le monde veut le bonheur pour sa population et pour les siens, mais on sait par exemple que pour le Congo, l'Europe a plusieurs sons de cloche différents, et on est persuadé que même au sein de l'Europe, ils ne sont pas tous d'accord, mais en attendant on voit les résultats. Il y a une mission, la MOE, la mission d'observation des élections, qui a dit que les élections, c'était du pipeau, mais il y a 0 sanction. Donc, ce qui crée l'inertie politique, qui empêche l'Afrique d'être prise au sérieux, n'est ni dénoncé, ni sanctionné, en tout cas quand il s'agit du Congo par exemple, et même d'autres pays. Comment voulez-vous que nous puissions percevoir clairement qu'il y a une volonté d'arriver à un partenariat gagnant-gagnant? En clair, c'est un petit peu comme si on avait un vœu pieux d'aller sur la Lune et qu'on pose déjà les plans de comment on va à l'unir alors qu'on ne sait même pas comment on va décoller. Alors, juste un dernier point. À votre avis, j'ai parlé du ridicule, ça rejoindra sans doute la question et le sujet très intéressant que l'abbé Évariste a abordé. Et je pense que vous allez absolument nous rejoindre aussi. L'Afrique, comme l'a dit mon frère, on peut commercer entre nous, effectivement. Parce que quand vous parlez de... vous avez présenté au départ, pour ceux qui n'étaient pas là, que, bon, attention, la Chine, c'est peut-être dangereux, il vaut mieux que l'on commerce avec l'Europe qu'on connaît déjà. C'était je résume. Mais pourquoi c'est un petit peu réducteur? Vous n'avez pas peur qu'on vous taxe d'être une représentante de l'Union européenne, d'avoir des subsides, d'être subventionné? Qu'est-ce qui fait qu'on doit avoir peur de la Chine plus que de l'Occident? Comme disait Mohamed Ali, les Viet Cong, ils m'ont rien fait, ils m'ont jamais traité de sale nègre. D'accord? Donc, vraiment à ce niveau-là, j'aimerais que l'on soit très constructif. Je ne dis pas ça de façon à railler, parce que je sens votre souci, comme nous tous, on veut aller de l'avant. Vous partez à partir de votre expérience, donc vous nous parlez à partir de votre expérience, que nous respectons, mais nous amenons simplement des points pour que vous soyez plus circonstanciés dans votre propre recherche en appliquant votre théorie de la stratégie. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut baliser large. Mais quand on regarde maintenant que la France intervient, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, et qu'on avait déjà des milliers d'hommes, c'est comme si l'Afrique n'avait personne, qu'il faut en ajouter encore 6 000. Est-ce qu'on n'est pas ridiculisé en permanence? Est-ce que le problème premier n'est pas africo-africain? Pour qu'on arrive aux indépendances, il a fallu que les Africains se réunissent, se mettent ensemble et oublient un peu tout le tralala qui est autour. C'est vis-à-vis de ce premier effort que j'aimerais qu'on puisse se concentrer. Nous ici, nous faisons certains mouvements, nous voyons que les autres Africains ne nous rejoignent jamais. Et nous savons par expérience que s'il faut débloquer la situation, tant qu'il en sera ainsi, tant qu'il n'y aura pas un panafricanisme moderne aujourd'hui, on ne va pas aller de l'avant. Voilà. Donc ça prouve que le livre est intéressant et suscite des réactions. L'Afrique indépendante, depuis 50 ans, quelles en sont les responsabilités entre Africains et Européens? Écoutez, moi je suis mon propre porte-parole. je ne suis pas mandatée par l'Union européenne ni par qui que ce soit. Ce que je dis, c'est vraiment ce que je ressens. Et on m'a posé comme
question il n'y a pas très longtemps, est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe soit la cause de tous nos maux, de tous nos problèmes, etc. etc. Alors moi j'ai dit j'ai répondu en disant, il faut à un moment donné arrêter de pointer du doigt un doigt accusateur vis-à-vis de l'Europe. Parce qu'on dit souvent c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Mais et nous? Nous, qu'est-ce qu'on fait nous? Donc je crois que le problème en fait ne vient pas de l'Europe. Le problème vient de nous d'abord. Parce que si nous avons effectivement une vision pour notre continent, si nous avons un projet pour notre continent, si nous avons des moyens d'agir pour notre continent, je pense que les données auraient changé. Or, qu'est-ce qu'on a constaté depuis les conventions de Yaoundé jusqu'à l'accord de Cotonou? Et moi, ça, je le dis de façon tout à fait naturelle et parce que j'ai assisté à ces négociations, c'est qu'on a toujours attendu que ce soit l'Europe qui fasse des propositions. Parce que c'est vrai que l'Europe finance pas mal de projets, l'Europe nous aide beaucoup, ça il faut le dire, par rapport à l'Union africaine, mais c'est l'Europe qui paye l'Union africaine, etc. Mais c'est pas parce que l'Europe nous aide financièrement qu'on n'a pas notre mot à dire. On peut nous aider financièrement, mais on peut aussi prendre la mesure des enjeux et dire oui, vous nous aidez financièrement, mais vous profitez aussi, vous profitez aussi de nos ressources, de nos matières premières, etc., etc. Donc, on ne doit pas s'infantiliser nous-mêmes par rapport à l'aide. Et l'aide, justement, ça a quelque chose de négatif. L'aide a quelque chose de pernicieux parce qu'on va en négociation avec cette idée, on est aidé par l'Europe et donc on doit attendre tout de l'Europe. Non, l'Europe nous aide, oui, c'est une évidence. Mais... moi, je sais, écrire un livre, c'est pas facile. Pour ce grand travail que tu as fait, hein, Madame l'Africaine, notre Africaine à nous, merci pour ce travail que tu as déjà fait. Donc, pour moi, c'était déjà bien parce que souvent on nous taxait un peu de misogyne. Vous faites des conférences que des hommes et des hommes. Voilà. Pour une fois qu'on vous amène une femme, regardez ce que vous en faites. Hein? Plein de questions et tout ça. On est de la madouée d'aller lire les livres seulement, tranquillement. Et puis on devait résumer et voilà. Mais c'est ça. C'est ça, être venir dans Congo Lobbying. Et ça te donnera encore le courage d'écrire encore un autre livre en tenant compte de tout ce qu'on vous a dit là. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à M. Pilipini qui... Madame, venez encore. Mais à ce moment-là, il y a un pacte pour dire, nous, les populations du bassin du fleuve Congo, avons décidé de vivre dans cet espace-là qui a changé à plusieurs reprises de nom. Et il y a eu différents, on appelle ça républiques. Il y a eu différentes républiques. Mais on reconnaît quand même à la Deuxième République le mérite d'avoir construit une certaine unité nationale. Alors moi, je pense qu'il faut distinguer Ce sont des femmes violées par des personnes atteintes de sida. Donc, ce sont des militaires rwandais et ougandais qui étaient atteints de sida, qui étaient au front pour violer les femmes congolaises en vue de faire disparaître la race bantou qui habitait et qui habite encore provisoirement cette région. Toutes les interventions, même sur le plan international, notamment la réunion qui vient d'avoir lieu en France, dont on a fait allusion tout de suite là, un Américain dit on doit refaire les frontières de l'Afrique. On doit refaire les frontières de l'Afrique. Lui est américain, veut faire les frontières de l'Afrique. L'Afrique nous appartient. L'Afrique nous appartient et nous appartiendra toujours parce qu'elle est à nous. Mais il y a un problème. Et vous avez parlé de ce problème. C'est que il y a une hypocrisie internationale. Parce que le Congo existe depuis la nuit des temps, alors dont les origines remontent déjà dans la Bible. On parle de Nimrod. Laisse-lui. J'apporte un éclaircissement qui est très important.
Parce qu'il y a comme un déni comme ça de réalité, où on vient toujours avec le même discours, mais ça devient un peu glaçant. Donc je disais ceci, le Congo a une origine millénaire, depuis la nuit de temps, et ça remonte du temps de Nimrod, la Bible en parle, qui était le premier chasseur vaillant qui a construit des cités, le premier homme sur terre qui a construit des cités. Et c'était un type qui descendait justement de Couche est notre ancêtre commun à tous les Noirs. Et dont le territoire, si justement se situe dans ce qu'aujourd'hui, dans le temps on appelait ça Éthiopie, et l'océan Atlantique qui est l'océan Atlantique, c'était l'océan Éthiopicus, et donc c'est ça, les Éthiopiens qui sont les descendants de Couche. Donc cette armée est très forte. La faiblesse de l'armée aujourd'hui se justifie par le fait justement de tout ce dont nous avons parlé ici, des infiltrations, des trahisons diverses, et dont justement le mentor se retrouve être ici où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc ça c'était important de le rappeler. Qui a été proclamé en 1960 et qui a fait d'ailleurs qu'il y ait eu une indépendance. Vous avez raison. Bon, le problème, c'est comme dit notre ami Bokomba dans son livre, que le pacte n'a pas été fait avec les autorités traditionnelles de notre pays. C'est un pacte qui a été fait ici à Bruxelles, on appelle table ronde. Et la table ronde a été une table ronde politique, mais une table ronde politique pour avoir les postes en fait. Donc les partis politiques qui étaient là autour de la table ronde visaient d'avoir d'entrer au gouvernement, d'entrer au Parlement, d'entrer au Sénat. Donc c'était cela. Ce n'était pas... donc je crois qu'ils n'ont pas pris effectivement en compte la lutte noble du peuple depuis des siècles. Ils n'ont vu que eux, là, à la table ronde, pour avoir le pouvoir. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Déjà, entre eux, se sont tapés dessus. Je sais que même le Premier ministre qui a été vraiment élu a été massacré comme de la façon on ne voudrait même pas le dire. Donc, c'est pour dire que je crois que c'est cela qui a manqué. Et moi, je ne veux pas du tout cracher sur ce qui devrait faire notre unité. Moi, je suis pour l'unité, c'est sûr. Mais je dis pourquoi cette unité peut arriver. Il faut que nous puissions savoir que nous avons des cultures, chacun a un apport qui lui est propre. Et cet apport-là, c'est du positif. Et ça doit être mis, ça doit être mis. Mais il faut le connaître. Parce que maintenant, quand on vous demande, est-ce que vous connaissez ne fût-ce que votre langue? Est-ce que vous connaissez votre village? Est-ce que vous y avez été? Qui parmi nous peut accepter aujourd'hui d'aller vivre dans son village? Oh, ce sont nos villages. Vous avez dit, il faut que nos villages deviennent des milieux de vie. Et c'est à nous à le faire. Donc voilà. Donc ça, j'ai dit que c'est vrai que l'effort a été... Il y a eu l'effort de nos parents d'ailleurs, c'est eux qui ont lutté. Hein? Bien avant, Kimbangu, ce n'était pas quelqu'un qui a fait des grandes études, c'est quelqu'un qui était du village. Moi j'entendais, je crois il y a 2 ans, quand les jeunes marchaient ici, qu'est-ce qu'ils disaient? La révolution que nous faisons, ce n'est pas votre révolution, vous les intellectuels, c'est notre révolution à nous qui n'avons pas étudié. Dieu, le 26 novembre, je crois que c'est le 26 novembre qu'il y a eu, donc avant les élections le 27, donc le 26, quand le président Tshisekedi a été arrêté à l'aéroport, le 26 novembre. Oui, d'Indjili, il ne pouvait pas, jusqu'à, je crois, 2h du matin, il ne pouvait pas se déplacer. Et l'armée, la fameuse armée qu'on a formée pour mater les émeutes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle tirait à bout portant sur lui. Moi j'ai vu les gens avec des jambes coupées, nous avons vu ça, on suivait ça en direct. Donc moi j'ai dit, écoutez, ou alors cette armée a été formée pour ça. C'est ça maté. Donc si la population congolaise est dans cet état-là aujourd'hui, voilà ce que cette armée qui a été formée, c'est qu'elle fait avec la population jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la même chose. L'armée du Rwanda, les FPR, ils ont été formés par les Anglais et par les Américains. Et qu'est-ce qu'ils font chez nous? Ben, chez nous, ils massacrent tout le monde. Les enfants, les bébés sont pilés dans les mortiers. Alors, donc c'est ça qu'on leur a appris, moi j'ai dit. Hein. Pas chez nous, ce n'est pas notre culture.
Ce n'est pas notre culture. Nous, on ne pile pas des enfants dans des mortiers. Ouvrir le ventre d'une femme enceinte. Voilà, et non, moi je dis, ce n'est pas des choses de chez nous. Ce sont des choses qui ont été apprises ailleurs. Voilà, donc c'est cette armée-là, ça devait être ça. Alors par rapport au brassage, mais c'est vrai, ça a été une insulte pour notre pays, que des gens qui sont reconnus coupables d'état de crime, on dit que c'est pas grave, mettez-vous ensemble et puis voilà, commencez à combattre. Évidemment, c'était pour qu'ils viennent tout mettre en moule. C'est ce qui est arrivé. Ils sont entrés armes et bagages à main et puis ils se sont mis à tout massacrer. Hein. Donc c'était comme ça. Ça n'a pas été. Comment voulez-vous qu'on puisse brasser des pommes vertes avec des pommes pourries? Qu'est-ce que ça va donner? En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes.